La pluie de novembre tombait sans relâche sur le cimetière Bois de Chêne à Paris, en écho à mon humeur alors que je me tenais parmi la foule des endeuillés. L'odeur de terre mouillée et d'herbe fraîchement tondue emplissait mes narines, rappelant les promenades d'automne que je partageais avec mon père au jardin du Luxembourg. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, je lui disais adieu pour toujours. Je retoussais mon manteau noir, plus par habitude nerveuse que par réel besoin de chaleur. Autour de moi, des visages familiers issus du cercle universitaire de mon père à l'école polytechnique murmuraient entre eux, leurs regards mêlant tristesse et curiosité, cette étrange alchimie propre aux funérailles. Le professeur Thomson, ancien collaborateur de recherche de mon père, croisa mon regard et m'offrit un léger hochement de tête. Au moins, certaines personnes ici comprenaient ce que nous avions perdu. La pluie s'intensifia tandis que le révérend Mitchell débutait la cérémonie, ses paroles se mêlant au bruit des gouttes sur les grands parapluies noirs. Mon père, le docteur Jack Harrison, méritait mieux qu'un adieu aussi morne. Il méritait la reconnaissance d'un homme ayant consacré 30 ans à repousser les limites de l'ingénierie biochimique, pas les chuchotements sur « un potentiel gâché » et « des choix malheureux » que l'on osait proférer. C'est alors que je l'entendis un rire, si inopportun qu'il me glaçait la peau. Un éclat de rire. Pas n'importe lequel, mais le ricanement distingué et raffiné de ma belle-mère, Victoria. Elle se tenait sous un large parapluie noir, entourée de ses amies mondaines du faubourg Saint-Honoré, faisant comme si cette cérémonie n'était qu'une de ses garden parties et non les funérailles de son mari. « Ton père raté ne t'a laissé qu'un laboratoire rouillé, Thomas », annonça-t-elle bien assez fort pour que les proches endeuillés l'entendent, son accent parisien accentuant la dureté de ses mots. Toutes ces années de « recherche révolutionnaire », et qu'en avons-nous eu ? Un sous-sol rempli de matériel obsolète et des cahiers griffonnés. Mon visage s'enflamma malgré la pluie glaciale. Victoria n'avait jamais approuvé la décision de mon père d'abandonner son poste en entreprise pour se consacrer à la recherche indépendante. Elle l'avait clairement fait comprendre durant leurs 5 années de mariage, mais ceci représentait un nouveau bas-fond. Sa manière d'insister sur « raté » me faisait grimacer. Elle ne l'avait pas vu travailler tard dans la nuit, elle n'avait pas compris l'enthousiasme qui l'animait à l'idée d'une percée dont il avait parlé avec passion quelques semaines seulement avant sa crise cardiaque. Plusieurs personnes dans la foule se turent, mal à l'aise. Le professeur Thomson fit un pas en avant, semblant vouloir intervenir, mais nos regards se croisèrent et je secouai légèrement la tête. Ce n'était ni le moment ni le lieu. D'ailleurs, que pouvait-on dire de plus ? Le nom de Victoria figurait sur l'acte de propriété de la maison de la rue de la Paix. Le matériel du laboratoire, les notes de recherche légalement, tout lui appartenait désormais. Mon ami d'enfance Michel pressa son épaule contre la mienne en signe de soutien silencieux. Il connaissait toute l'histoire, comment mon père avait rencontré Victoria lors d'une soirée caritative, à quelle vitesse il s'était marié, comment elle avait promis de soutenir sa recherche indépendante. « Ça ira, Tom », murmura-t-il, bien que nous sachions tous les deux que rien ne serait plus pareil, du moins pour un certain temps. Le reste de la cérémonie se déroula dans un flou d'hymnes et de banalités. Je n'avais guère enregistré la bénédiction finale du révérend Mitchell, trop absorbé par le souvenir de l'excitation de mon père lorsqu'il m'invitait à admirer un nouveau résultat expérimental, ou par l'éclat de ses yeux lorsqu'il expliquait un concept complexe à ses étudiants diplômés. Il n'avait peut-être pas fini riche, mais sa passion pour la découverte ne l'avait jamais quitté. Alors que la foule se dispersait, quelques anciens collègues de mon père vinrent présenter leurs condoléances. La docteure Sarah Chen, qui avait collaboré avec lui à l'école polytechnique, me glissa une carte dans la main. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, Thomas, appelle-moi », dit-elle doucement. Ton père était brillant, peu importe ce que l'on raconte. Ne laisse personne te faire douter de cela. La voix de Victoria résonna de nouveau à travers le cimetière, cette fois en échange avec son amie Margaret sur ses plans pour vider ce sous-sol de laboratoire affreux et rendre enfin la maison présentable. Chacune de ces paroles était comme une poignée de terre de plus sur le cercueil de mon père. Je la regardais régner parmi ses amis, ses mains impeccablement manucurées gesticulant avec animation alors qu'elle détaillait ses projets de rénovation, et quelque chose en moi se durcit. La pluie se faisait plus douce à mesure que les derniers endeuillés s'éloignaient, ne laissant derrière eux qu'une butte de terre fraîche et l'odeur de fleurs mouillées. Michel proposa de me ramener, mais j'avais besoin de marcher pour éclaircir mes idées.
En arpentant les vieilles pierres du cimetière Bois de Chêne, je repensais aux derniers mots de mon père. Continue de chercher, Tommy. Parfois, les choses les plus précieuses se cachent sous nos yeux. À l'époque, j'avais cru que ce n'était que l'effet des médicaments. Maintenant, debout dans le cimetière, avec le rire de Victoria résonnant encore à mes oreilles, je me demandais si ces mots ne renfermaient pas une signification plus profonde. Mon père avait toujours aimé les énigmes, m'enseignant à regarder au-delà des apparences. Peut-être que cette ultime énigme valait la peine d'être résolue. Je jetai un dernier regard sur sa pierre tombale, Dr Jack Harrison, père aimé et innovateur, et fis une promesse silencieuse. Quoi qu'en pense Victoria, quoi qu'en croie le milieu académique, je trouverai un moyen de prouver que le travail de mon père avait un sens. Il me fallait simplement déterminer par où commencer. Le lendemain du service funèbre, je me retrouvai sur le trottoir de la rue de la Paix, fixant ce qui avait été ma maison depuis 5 ans. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur la façade en briques, faisant ressembler les fenêtres à de sombres yeux accusateurs. Michel se tenait à mes côtés, aidant à charger les dernières affaires dans sa vieille Honda Civic. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle agisse ainsi, marmonna-t-il en fourrant ma valise dans l'habitacle déjà exigu. Ton père est parti depuis à peine 48 heures. Je regardais les domestiques de Victoria, Maria et Elena, qui déplaçaient des cartons d'objets qu'elles jugeaient personnels. Leur regard compatissant trahissait le fait qu'elles me connaissaient depuis que mon père et moi avions emménagé ici, à l'époque où les promesses de soutien de Victoria paraissaient sincères. Aujourd'hui, ces mêmes marches d'entrée où mon père et moi partagions notre café du matin semblaient délimiter le territoire d'un pays étranger. Victoria apparut dans l'encadrement de la porte, enveloppée dans un élégant pull en cachemire malgré le temps de printemps doux. « Thomas, mon cher », lança-t-elle d'une voix mielleuse, « veille à ne rien oublier. Je détesterais devoir te revoir plus tard pour récupérer ce qui traîne. » Elle s'arrêta pour admirer sa manucure. « Bien sûr, si tu as hérité des talents d'organisation de ton père, il nous faudra retrouver ces papiers éparpillés pendant des mois. » Je réprimai un commentaire acerbe, me rappelant la voix de mon père, « Choisis bien tes combats, Tommy. » À la place, je me concentrai sur l'aide apportée à Michel pour caser le dernier carton dans sa voiture. Le carton était étiqueté « Bureau de papa personnel », bien que je sache pertinemment que les éléments réellement importants, ses matériaux de recherche, son équipement, ces derniers cahiers demeuraient dans le laboratoire au sous-sol. Victoria avait clairement indiqué que ceci n'était pas des « effets personnels ». Le bruit des camions de déménagement au coin de la rue fit serrer mon estomac. Victoria n'avait pas perdu de temps pour engager une équipe de rénovateurs. Ils devaient arriver ce jour même pour transformer le laboratoire de mon père en ce qu'elle appelait une « cave à vin digne de ce nom ». L'idée que des inconnus démantèlent l'œuvre de toute une vie me dégoûtait littéralement. « Tu peux rester chez moi aussi longtemps que tu veux », dit Michel en montant dans sa voiture. « L'appartement est modeste, mais le canapé est à toi. » Il vivait dans un petit logement à Boulogne-Billancourt, non loin de notre ancien lycée. Ce n'était pas la rue de la Paix, mais en ce moment, n'importe où valait mieux qu'ici. Alors que Michel démarrait, je regardais le manoir rétrécir dans le rétroviseur. 5 années de souvenirs défilèrent dans mon esprit, l'enthousiasme de mon père lorsqu'il avait installé son nouveau labo, nos discussions nocturnes sur sa recherche autour d'un plat à emporter chinois, la façon progressive dont Victoria avait révélé sa véritable nature après le mariage. Le trajet vers Boulogne-Billancourt fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées en traversant la Seine. Le spectacle familier de la coupole de l'école polytechnique, d'ordinaire source de fierté, ne me rappelait aujourd'hui que tout ce que nous avions perdu. L'appartement de Michel était exactement ce que l'on pourrait attendre d'un développeur logiciel de 26 ans, un chaos organisé de composants informatiques, de tasses de café et de menus de plats à emporter. Mais il était chaleureux et accueillant, et surtout, il était bien loin des remarques cinglantes et de l'attitude méprisante de Victoria. « Doux foyer », lança Michel en déposant mes affaires près du canapé. « Ce n'est pas grand-chose, mais… » « C'est parfait », l'interrompis-je. « Vraiment, Michel, je ne te remercierai jamais assez. » Le reste de la journée fut consacré à déballer les cartons et à aménager un espace de vie dans son salon encombré. Chaque carton ouvert me rappelait combien tout avait changé. Mes vêtements, autrefois étalés dans un dressing, se retrouvaient entassés dans un petit placard du couloir de Michel. Mes livres,
qui occupait jadis des étagères du sol au plafond dans le bureau de mon père, se trouvait désormais en pile précaire le long des plaintes. Ce soir-là, alors que nous étions assis parmi les cartons, une pizza et quelques bières à la main, Michel posa enfin la question que j'évitais depuis longtemps, « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Je pris une longue gorgée de ma bouteille avant de répondre. « Trouver un boulot, je suppose. La rente de ma mère suffit pour les besoins de base, mais... » Je m'interrompis, pensant au poste de chercheur que j'avais quitté à l'université de Paris pour aider papa. Une autre décision que Victoria avait critiquée. « Tu pourrais probablement retrouver ton ancien poste, suggéra Michel. Le docteur Reynolds disait toujours que la porte restait ouverte. Mais revenir en arrière reviendrait à admettre une défaite. Papa avait été sur le point de réaliser quelque chose d'important, je le sentais. La manière dont il travaillait ces derniers temps, l'excitation dans sa voix lors de nos dernières conversations. Il y avait bien plus que les mots de Victoria, c'est « papiers épars ». Une notification de SMS interrompit mes pensées. C'était un message d'Elena, l'une des domestiques. « Monsieur Thomas, Madame Victoria a fait jeter de nombreux papiers de laboratoire aujourd'hui. J'en ai sauvé quelques-uns dans des sacs poubelles derrière le garage. Venez ce soir après qu'elle se soit endormie si vous les voulez. » Mon cœur fit un bond. Je montrai le message à Michel, qui attrapa déjà ses clés de voiture. « Eh bien, dit-il, on dirait qu'on a une mission nocturne. » Le trajet de retour dans la rue de la Paix semblait différent dans l'obscurité. Les fenêtres du manoir étaient pour la plupart éteintes, à l'exception de celle de la chambre de Victoria, au 3e étage. Nous nous garâmes à un pâté de maisons et marchâmes silencieusement dans la ruelle derrière la maison, où les garages des immeubles haussmanniens se succédaient en ligne ordonnée. Effectivement, derrière le garage se trouvaient 3 grands sacs poubelles noirs. Elena avait noué des rubans roses autour des poignets, sa manière de les repérer pour nous. Mes mains tremblaient en soulevant le premier sac, sentant le poids des papiers et cahiers à l'intérieur. « Il faut se presser », chuchota Michel en saisissant déjà un autre sac. « La patrouille de sécurité passe ici toutes les heures. » Nous parvînmes à charger les 3 sacs dans la voiture de Michel juste au moment où des phares apparurent au bout de la ruelle. Le retour à Boulogne-Billancourt fut tendu, chaque feu rouge paraissait une éternité, chaque bosse sur la route faisait craindre pour le précieux chargement à l'arrière. De retour dans l'appartement, entouré des fragments sauvés du travail de mon père, je sentis quelque chose changer en moi. Ce n'était plus seulement question de prouver que Victoria avait tort. Il s'agissait de comprendre ce sur quoi papa avait travaillé, de m'assurer que son héritage ne se perdrait pas dans une rénovation de cave à vin et lors de soirées mondaines. Tard dans la nuit, alors que Michel était déjà parti, je triais les papiers, me rappelant les dernières semaines de papa. Comment il était devenu de plus en plus secret sur son travail, passant de longues heures au labo, glissant des commentaires énigmatiques sur d'éventuelles découvertes majeures. Le tournant survint à 2 heures du matin un mercredi, quand l'insomnie et quelques verres de bière me donnèrent enfin le courage d'ouvrir le premier sac. La plupart n'étaient que de vieux articles de recherche, manuels d'équipement, actes de conférence. Mais mélangés à l'ordinaire se trouvaient des pages écrites de la main inimitable de papa, couvertes de notes et de croquis caractéristiques. J'étais sur le point d'ouvrir le 2e sac lorsqu'un carnet en cuir bleu marine attira mon attention, un carnet que je n'avais jamais vu auparavant, coincé au fond du premier sac. Sa couverture ne portait aucune inscription à part un petit symbole dans le coin, une double hélice stylisée enroulée autour d'une clé. Mes mains tremblèrent en l'ouvrant, reconnaissant aussitôt l'écriture de papa, mais celle-ci était différente de ses notes habituelles. Organisée, déterminée, avec des dates et des rubriques claires, le premier feuillet portait l'inscription « Projet Phénix phase finale ». Si tu lis ces lignes, Tommy, cela signifie que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Mon cœur manqua un battement. Il avait écrit ceci pour moi. La date en haut n'était qu'à 2 semaines de sa mort. Je pris mon téléphone et en fis une photo, l'envoyant à Michel avec le message « Il faut que tu vois ça dès que tu te réveilles ». Puis je m'affalai sur le canapé et commençai à lire. Le carnet défiait tout ce que j'avais pu voir dans les travaux précédents de papa. Page après page, il détaillait des schémas moléculaires, des formules chimiques et ce qui ressemblait à du code informatique. Mais ce furent les annotations en marge qui attirèrent mon attention, des observations personnelles, des liens avec d'autres recherches, et des références répétées à quelque chose appelé « la séquence de Versailles ».
L'application est plus vaste que quiconque aurait pu l'imaginer, lisais-je sur une note. Pas seulement dans le domaine médical, pense à l'énergie, aux matériaux, voire à l'informatique. Le secret n'a jamais été de modifier la structure, mais de comprendre le schéma sous-jacent. Au fur et à mesure que je parcourais le carnet, un schéma se dessinait. Papa n'avait pas travaillé sur une invention ou une découverte isolée, il avait développé un nouveau cadre d'analyse du comportement moléculaire. Les implications étaient vertigineuses. Si ces théories s'avéraient exactes, elles pourraient révolutionner tout, de la conception de médicaments aux énergies renouvelables. Le soleil se leva lorsque Michel sortit de sa chambre, interloqué de me trouver entouré de papiers et de tasses de café vides. « Tu as passé la nuit à travailler ?» demanda-t-il. Je levai le carnet. « Michel, il faut que tu vois ça. » Papa n'échouait pas, il était sur le point de découvrir quelque chose d'énorme. Au fil des heures, je lui exposai ce que j'avais découvert. Bien que son domaine fût le développement logiciel et non la biochimie, il comprit rapidement. Voilà pourquoi il était si enthousiaste ces derniers temps, expliquai-je en lui montrant un diagramme particulièrement détaillé. Il avait mis au point un modèle capable de prédire des schémas de comportement moléculaire que personne n'avait même osé théoriser. « Mais pourquoi garder tout cela secret ?» demanda Michel, scrutant une page d'équations complexes. « Pourquoi ne pas publier ?» La réponse vint plus tard dans la journée, lorsque nous découvrîmes une enveloppe scellée glissée au fond du carnet. À l'intérieur se trouvait une lettre datée de 3 jours seulement avant la mort de papa. « Cher Tommy, si tu lis ces lignes, c'est que je t'ai parlé du projet Phénix ou qu'il m'est arrivé quelque chose avant que je ne puisse le faire. Il faut que tu comprennes pourquoi j'ai tenu à garder ce travail secret. Les implications de ces découvertes sont trop importantes pour risquer qu'elles tombent entre de mauvaises mains. Il y a des gens, des personnes puissantes qui utiliseraient ce savoir pour le profit au détriment du progrès. J'en ai déjà été témoin du temps où je travaillais en entreprise. Voilà pourquoi j'ai tout quitté. La clé de tout réside dans la séquence de Versailles. J'ai caché la documentation complète à un endroit auquel toi seul penserais. Tu te souviens de l'été passé à restaurer cette vieille Chevrolet ? Parfois, le meilleur endroit pour dissimuler quelque chose de précieux est en pleine vue. Ne fais confiance à personne tant que tu n'auras pas tout compris. Ni à Victoria, ni à mes anciens collègues, personne. Tu as le bagage nécessaire pour comprendre ce travail, Tommy. Et surtout, le cœur pour l'utiliser judicieusement. Avec tout mon amour, papa, mes mains tremblaient en terminant la lecture à haute voix. Michel laissa échapper un sifflement discret. La Chevrolet, elle est encore en stockage, non ? Je hochai la tête. Papa et moi avions passé tout un été à restaurer une Chevrolet de 1967 quand j'avais 16 ans. Ce fut notre projet, notre moment à nous. Lorsqu'il épousa Victoria et que nous dîmes déménager rue de la Paix, la voiture fut rangée dans un dépôt à Versailles. Victoria n'en avait jamais eu connaissance. « Il faut aller à ce dépôt », dis-je en attrapant mon téléphone pour vérifier l'adresse. Mais Michel me retint le poignet. « Attends », dit-il en désignant le chaos de papier qui nous entourait. « Il faut d'abord documenter tout cela. Si c'est aussi important que ça en a l'air, nous devons être prudents. » Il avait raison, bien sûr. Nous passâmes plusieurs heures à photographier chaque page du carnet et à organiser les feuilles volantes dans un ordre logique. Plus nous examinions, plus le travail de papa se révélait extraordinaire. Même les passages que je ne comprenais qu'en partie laissaient entrevoir percée après percée. Ton père, commenta Michel pendant que nous travaillions, était soit complètement génial, soit complètement fou. Peut-être les deux, répliquai-je en me rappelant l'enthousiasme sans borne de papa, sa façon de se perdre pendant des jours dans ses calculs. Mais je commence à penser qu'il avait raison sur tout. Alors que le soir tombait, nous avions couvert un mur entier de l'appartement de Michel de post-it et de fiches, dressant la carte de la recherche de papa. En contemplant le tout, je ressentis un mélange de fierté et de tristesse. Toutes ces fois où Victoria avait raillé son « obsession », tous ses collègues qui l'avaient jugé dépassé, personne n'avait compris ce qu'il faisait réellement. « Il faut être stratégique », dit Michel en fixant notre mur de découverte. « Si ton père avait raison. De craindre que certains abusent de cette recherche, il faut faire attention à qui l'on confie tout cela. » Je repris le carnet, caressant le symbole en double hélice embossé.
D'abord, il faut retrouver ce qu'il a caché dans la Chevrolet. Ensuite, nous pourrons décider de la suite. Entouré des preuves du génie de mon père, je ressentis quelque chose que je n'avais plus connu depuis sa mort, de l'espoir. Quoi qu'il se trouve dans ce dépôt de Versailles, quelle que soit l'ampleur du projet Phénix, une chose était certaine, papa m'avait fait confiance pour le découvrir, le comprendre et le protéger. La véritable question était, qu'est-ce que je découvrirais en ouvrant enfin la portière de cette voiture? Le lendemain matin, Michel et moi nous rendîmes au dépôt de Versailles. L'endroit ressemblait exactement à ce dont je me souvenais, des rangées de portes oranges identiques s'étiraient à perte de vue. L'unité 256 se trouvait au fond, à l'écart du bureau principal. Papa plaisantait toujours en disant qu'il l'avait choisi parce que c'était un nombre carré parfait. Les mains moites, je composais le code de sécurité, mon anniversaire, naturellement. La porte se souleva dans un gémissement métallique, dévoilant la silhouette familière de la Chevrolet 67 sous sa bâche poussiéreuse. Les souvenirs affluèrent, papa m'apprenant à changer l'huile, nos accolades triomphantes quand le moteur avait redémarré, nos longues discussions sur la vie et la science pendant que nous travaillions. L'heure de vérité, déclara Michel en m'aidant à retirer la bâche. La voiture était exactement comme nous l'avions laissée il y a 5 ans, la peinture bleu nuit encore éclatante malgré la poussière, les garnitures chromées toujours intactes. Papa et moi avions passé d'innombrables heures à parfaire chaque détail. Je soulevai le capot et remarquai alors quelque chose d'inhabituel. Le compartiment moteur était d'une propreté irréprochable, trop irréprochable. « Quelqu'un a été ici », dis-je en passant ma main le long du cache-culasse impeccable. « Récemment. » Michel se pencha pour examiner de plus près. Où cacher des documents dans un moteur de voiture? Après 2 heures de recherche méthodique, nous le trouvâmes. Le boîtier du filtre à air avait été modifié, créant un compartiment secret qui se fondait parfaitement dans le design d'origine. À l'intérieur se trouvait une mallette étanche contenant un disque dur, d'autres cahiers et une clé USB simplement étiquetée, la séquence de Versailles complète. De retour à l'appartement de Michel, nous nous plongeâmes dans ces nouveaux éléments. Le disque dur renfermait des milliers de fichiers, données de recherche, résultats expérimentaux et une documentation détaillée du travail de papa. Mais c'était la clé USB qui recelait le véritable trésor. Le nom de Dieu, murmura Michel en défilant les fichiers. Même s'il ne comprenait pas toutes les subtilités scientifiques, en tant que développeur, il saisissait immédiatement les implications. Ce n'est pas seulement une avancée en biochimie. Il a créé un tout nouveau modèle computationnel pour les interactions moléculaires. La semaine suivante, je ne dormis guère, croisant les notes de papa avec des articles de recherche récents et des bases de données de brevets. Plus je comprenais, plus l'ampleur de son œuvre m'éblouissait. Son travail touchait à tout, du développement de médicaments aux énergies renouvelables, en passant par la science des matériaux. Une seule application, une nouvelle méthode de prédiction du repliement des protéines, pourrait révolutionner le traitement des maladies. Il faut que nous comprenions exactement à quoi nous avons affaire, dis-je à Michel un soir, entouré de documents et de tasses de café vides. Peux-tu m'aider à estimer la valeur potentielle? Michel se mit à taper sur son ordinateur. Décortiquons cela par secteur d'activité. Nous travaillâmes toute la nuit, passant en revue les tailles de marché, les applications potentielles et les technologies existantes. À l'aube, nous obtenions une estimation brute qui nous laissa tous deux bouche bée. Même si on se trompe à 90%, observa Michel en fixant le tableau, on parle quand même de millions, voire de milliards. Mais il ne s'agissait pas uniquement d'argent. Le travail de papa pouvait sauver des vies, résoudre des crises énergétiques, transformer des industries. Je repensais à toutes ces fois où Victoria s'était moquée de son « gaspillage de recherche » et ressentis un mélange de vindication et de tristesse. Il savait ce qu'il possédait, il n'avait tout simplement pas vécu assez pour en voir la reconnaissance. Les jours suivants se succédèrent dans un tourbillon de recherche et de planification. Nous contactâmes des avocats spécialisés en brevets, choisis minutieusement pour leur réputation d'intégrité. Nous documentâmes chaque détail, créant des sauvegardes sécurisées et établissant une chronologie précise du développement du travail de papa. « Ton père était brillant », déclara Sarah Chen lorsque j'eus enfin le courage de lui montrer quelques concepts de base. Je l'avais invitée dans l'appartement de Michel, sachant qu'elle faisait partie des rares personnes en qui papa avait véritablement confiance.
Mais ceci, c'est au-delà de la simple brillance. C'est révolutionnaire. La validation de cette sommité scientifique confirmait ce que nous soupçonnions déjà. Papa ne m'avait pas seulement laissé ses recherches, il m'avait légué une fortune en propriété intellectuelle. Plus encore, il m'avait confié le pouvoir de m'assurer que son œuvre serait utilisée comme il l'avait voulu, pour le bien de l'humanité et non pour le profit. Rapidement, nous commencions à recevoir des propositions de sociétés pharmaceutiques, presque aussitôt après le dépôt des premiers brevets provisoires. La rumeur d'une percée en modélisation moléculaire s'était répandue. Les offres furent substantielles, des sommes à 7 chiffres rien qu'en discussion de licence initiale. Ils n'en savent même pas la moitié, commenta Michel en examinant une autre lettre d'offre. Ces entreprises ne réagissent qu'au brevet de base. Attends qu'elles découvrent l'étendue réelle du dossier. Mais avec cette reconnaissance grandissante venait une pression accrue. De plus en plus de personnes commençaient à s'interroger sur les dernières années de recherche de papa. D'anciens collègues cherchaient à renouer le contact. Même certains membres du cercle mondain de Victoria se montraient désormais intéressés, espérant obtenir des informations privilégiées à mon profit. Je pris des précautions. Michel m'aida à mettre en place des communications sécurisées et des systèmes de sauvegarde. Nous délocalisâmes les documents les plus sensibles dans un coffre-fort. Les cahiers originaux restaient dissimulés dans la Chevrolet, que nous transférâmes dans un autre dépôt sous le nom d'une société créée par Michel. Tard dans la nuit, alors que je relisais quelques notes de papa sur l'éthique d'utilisation de la technologie, je découvris une nouvelle lettre manuscrite glissée entre les pages. « Tommy, tu as sans doute compris désormais la véritable valeur de ce que nous avons créé. Mais souviens-toi, la valeur réelle ne se mesure pas en dollars. Elle se mesure en vies améliorées, en problèmes résolus, en obstacles franchis. Voilà pourquoi je t'ai confié cela. Ne laisse personne te précipiter dans des décisions. Prends le temps de tout comprendre. Monte la bonne équipe. Et surtout, fais-toi confiance pour juger des gens. Tu as toujours été meilleur à cela que ton vieux père, si l'on en croit mon choix de seconde épouse. Fais en sorte que cela compte, mon fils. Avec tout mon amour, papa. En entendant ces mots, je ressentis le poids de la responsabilité se poser sur mes épaules. Ce n'était plus seulement une question de prouver que Victoria avait tort ou de valider le travail de papa. Il s'agissait d'honorer un héritage capable de changer le monde. Michel me trouva encore éveillé au lever du jour, la lettre à la main. « Ça va ?» demanda-t-il. Je hochai lentement la tête. Je crois comprendre enfin pourquoi il avait tant tenu à garder tout cela secret. Ce n'était pas une question d'argent. Il voulait s'assurer que son œuvre finisse entre de bonnes mains. « Et est-ce le cas ?» demanda Michel. En regardant la pile croissante de lettres d'offres sur la table, chacune promettant plus d'argent que je n'aurais jamais osé imaginer, je repensai aux paroles de papa, « L'argent n'est qu'un outil, pas un but. » « Oui, » répondis-je enfin. « Je crois que oui. Maintenant, il nous faut juste trouver comment l'utiliser à bon escient. » Ce que j'ignorais alors, c'est que nos plans minutieux allaient être bouleversés par un appel inattendu, un appel qui me contraindrait à affronter non seulement l'avenir du travail de papa, mais aussi le passé que j'avais tenté d'oublier. C'était un mardi pluvieux au soir lorsque le téléphone sonna. J'étais dans le petit bureau que nous avions loué dans le quartier de la Défense, en train de réviser des demandes de brevet avec notre avocate, Jennifer Martinez, quand mon téléphone s'illumina d'un numéro que je n'avais pas vu depuis des mois. Le numéro de Victoria. Mon premier réflexe fut de laisser la messagerie prendre le relais, mais en voyant son nom s'afficher, je m'arrêtai net. Jennifer remarqua ma réticence. « Tout va bien ? » ?»« Oui, c'est juste. » Je fixai l'appareil qui vibrait encore. Je devrais répondre. Je me rendis dans le couloir et décrochai. Un instant, je n'entendis que sa respiration, puis « Thomas ? Thomas, j'ai besoin de te parler. » La voix de Victoria était différente, aucune des habituelles notes de contrôle et de finesse. Elle avait peur. « Victoria ? Qu'est-ce qui se passe ? Tout va de travers. » Les mots jaillirent à toute allure. « La banque a appelé aujourd'hui. Ils vont saisir la maison. Les dettes de ton père ? » Je pensais pouvoir gérer la situation, mais... Je m'appuyai contre le mur, essayant de comprendre. « Victoria,
qui affichait toujours une assurance imperturbable, semblait maintenant s'effondrer. L'argent qu'il avait emprunté pour financer ses recherches, continua-t-elle, la voix tremblante. J'avais signé en caution. Je n'aurais jamais imaginé. Elle prit une inspiration difficile. Thomas, j'ai besoin de ton aide. Je sais que je ne le mérite pas, mais... Mon esprit refoula à la funéraille, à son rire cruel, au moment où j'avais été chassé de chez moi. Mais, mêlées à ces amères réminiscences, surgissaient d'autres images, celles de Victoria m'apportant de la soupe lorsque j'étais alitée durant ma première année dans la maison, son sourire sincère lorsque papa s'enthousiasmait pour ses recherches au début de leur mariage. Je réfléchirai, dis-je enfin. C'est tout ce que je peux promettre pour l'instant. Après avoir raccroché, je retournai dans le bureau et expliquai la conversation à Jennifer. Elle fronça les sourcils en consultant des dossiers sur son ordinateur portable. Ton père avait bien contracté plusieurs emprunts pour financer ses recherches, confirma-t-elle. Mais avec les brevets que nous avons déposés et les offres de licence qui affluent, ces dettes pourraient être effacées rapidement. Ce n'est pas là le problème, n'est-ce pas, m'avouai-je, soudain épuisé. Elle ne s'est pas contentée de douter de lui, elle a activement cherché à le diminuer, à le faire passer pour un raté. C'est vrai, répondit prudemment Jennifer, mais d'après ce que tu me dis, elle n'était pas la seule à en avoir douté. Beaucoup avaient des réserves sur le travail de ton père. De retour chez Michel ce soir-là, je me retrouvai à arpenter la pièce, incapable de me poser. Michel me regardait depuis le canapé, une tranche de pizza à moitié mangée oubliée dans sa main. « Tu envisages vraiment de l'aider, n'est-ce pas ?» finit-il par demander. Je ne sais pas, je m'assis lourdement dans un fauteuil. Une partie de moi voudrait la laisser perdre tout ce qu'elle a, exactement comme elle était prête à me faire perdre tout après la mort de papa. Mais tu n'es pas elle, conclut Michel. Et ton père ne voudrait pas que son travail devienne une affaire de revanche. Il avait raison, bien sûr. Papa m'avait toujours enseigné que la valeur d'une personne ne se mesurait pas à la manière dont elle traitait ses amis, mais à celle dont elle se comportait envers ceux qui l'avaient blessée. Pourtant, l'idée de devoir affronter Victoria à nouveau, de devoir faire face à tout ce passé, me terrifiait. Mon téléphone vibra de nouveau, un autre appel de Victoria. Cette fois, quand je décrochai, elle était en pleurs. La banque envoie quelqu'un demain, sanglota-t-elle. Ils veulent discuter des options, mais je sais ce que cela signifie. Tout ce pourquoi ton père a travaillé, tous ces matériaux de recherche qui sont encore dans la maison. Cela retint mon attention. Quels matériaux ? Le coffre-fort de son bureau, les disques durs externes, les vieux cahiers. Je ne les ai jamais jetés. Je ne pouvais pas. Même lorsque j'étais en colère contre lui, je ne pouvais pas détruire son œuvre. Je mis mon téléphone en sourdine et regardai Michel. Il y a d'autres documents dans la maison. Dans son bureau. Michel se redressa. Ça pourrait être important. Ça pourrait combler certains des trous que nous avons relevés. Après avoir réactivé le téléphone, je pris une décision. Victoria, je passerai demain matin, avant la réunion avec la banque. Mais il faut que tu comprennes une chose, je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour l'héritage de papa. Un long silence s'ensuivit avant qu'elle ne réponde d'une voix faible et inconnue. Je comprends. Et Thomas ? Je suis désolée pour tout. Je sais que cela ne change rien, mais il faut que tu le saches. Après avoir raccroché, je restai un moment en silence, laissant l'ampleur de ce que je venais d'accepter s'imprégner en moi. Revenir dans cette maison, affronter Victoria, revivre tant d'émotions. Ce ne serait pas facile. Tu veux que je t'accompagne ? Proposa Michel. Je secouai la tête. Non, c'est quelque chose que je dois faire seule. Mais, reste près du téléphone, au cas où. Cette nuit-là, le sommeil m'évita. Je ne cessais de repenser à la lettre de papa, à sa conviction que l'argent n'était qu'un outil, non un but. À son insistance pour que son œuvre profite à l'humanité. Aider Victoria honorer cet héritage ou le trahir ? Vers 3 heures du matin, je feuilletais de vieilles photos sur mon téléphone. L'une d'elles, prise il y a 3 ans lors d'un dîner d'anniversaire à la maison, montrait Victoria insistant pour cuisiner elle-même au lieu de faire appel à un traiteur.
La nourriture avait été calamiteuse, mais les rires étaient sincères. Papa rayonnait, un bras autour de moi, l'autre autour de Victoria. Nous semblions être une famille véritable. Peut-être était-ce cela qui rendait tout ce qui suivit si douloureux. Pendant un temps, ça avait été réel. Ou du moins, cela l'avait semblé. Alors que je m'endormais enfin, je repensais à ce que disait papa au sujet des percées scientifiques. Le plus difficile n'est pas de résoudre le problème, mais de savoir quoi faire de la solution. Le lendemain, je devrais affronter Victoria et prendre des décisions qui affecteraient non seulement son avenir, mais celui du travail de papa. La question restait, serais-je capable de protéger son héritage tout en faisant preuve de la compassion qu'il avait toujours prônée ? Le jour se leva clair et froid, typique d'un début de printemps à Paris. J'arrivai à la maison de la rue de la Paix juste au moment où le soleil commençait à réchauffer les façades en briques. Victoria ouvrit la porte avant même que je ne puisse frapper, et je faillis reculer, surpris. La femme mondaine, coiffée à la perfection lors des funérailles, avait disparu, remplacée par quelqu'un qui semblait n'avoir pas fermé l'œil depuis des jours. « Thomas » dit-elle doucement en m'écartant pour me laisser entrer. « Merci d'être venu. » La maison sentait différemment, il n'y avait ni trace de produits ménagers ni de fleurs fraîches. L'absence de papa se faisait plus cruelle encore lorsque Victoria m'entraîna dans son ancien bureau. Tout était resté exactement comme il l'avait laissé, jusque dans la tasse de café à moitié pleine sur son bureau. « Je n'ai pu rien changer », dit Victoria en remarquant mon regard. Chaque tentative me semblait fausse. Elle se dirigea vers le bureau et ouvrit le tiroir du bas à l'aide d'une clé qu'elle sortit de sa poche. Le coffre-fort s'y trouve. Avec tout ce que j'ai gardé. Le coffre était plus imposant que je ne l'avais imaginé, lourd. À l'intérieur, nous trouvâmes d'autres cahiers, des disques durs externes et une enveloppe scellée portant nos 2 noms. Les mains de Victoria tremblaient quand je l'ouvris. « Chère Victoria, cher Tommy », commençait la lettre, « si vous lisez ces lignes ensemble, c'est que quelque chose vous a finalement réunis dans cette même pièce. J'espère qu'il ne sera pas trop tard pour que vous compreniez ce que j'ai toujours su, vous ressemblez bien plus que vous ne le pensez. » Je dus m'arrêter un instant, la voix de papa résonnant si intensément en moi. Victoria s'affaissa lourdement dans le fauteuil de son bureau, des larmes silencieuses glissant sur ses joues. « Votre peur de l'échec t'a poussé à rechercher un succès mesurable en argent et en statut social. Tommy, ta crainte de trahir ma confiance t'a enfermé dans la voie que tu pensais vouloir pour moi. Vous avez tous les deux oublié que les plus grandes réussites naissent souvent de notre capacité à changer et à évoluer. » Il nous connaissait si bien, murmura Victoria. Mieux que nous-mêmes. Les représentants de la banque devaient arriver dans 1 heure, mais avant de les affronter, j'avais besoin de tout comprendre. Victoria me confia les événements des 2 derniers mois, comment, en tentant de vendre une partie du matériel de papa, elle avait découvert l'ampleur de ses emprunts, comment elle s'était peu à peu rendu compte que son « obsession » menait à quelque chose d'important. « J'ai trouvé ceci la semaine dernière », dit-elle en sortant un autre cahier du bureau. Je n'en comprenais pas la majeure partie, mais j'en reconnus assez pour savoir que c'était significatif. Elle me le tendit, main tremblante. C'est à ce moment que j'ai commencé à entendre des rumeurs sur des brevets et des offres d'entreprise. J'ai su qu'il fallait appeler. Le cahier contenait les pièces manquantes que nous cherchions, les derniers liens qui allaient transformer les découvertes de papa en quelque chose non seulement précieux, mais véritablement révolutionnaire. En feuilletant les pages, une idée se forma dans mon esprit. La réunion avec la banque, dis-je lentement, laissez-moi m'en charger. 2 heures plus tard, nous étions réunis dans la salle à manger formelle avec les représentants de la banque, Jennifer notre avocate, et Sarah Chen, experte scientifique appelée pour l'occasion. Le plan était simple mais efficace, créer une fondation de recherche, financée par la licence des brevets de papa. La maison deviendrait le siège de la fondation, avec le laboratoire préservé et étendu. Les dettes seront effacées en quelques mois, expliqua Jennifer au banquier. Et les activités de la fondation généreront des revenus constants grâce à une licence maîtrisée de ces technologies. Victoria écouta en silence pendant que nous exposions le plan, la structure et les garanties qui assureraient que le travail de papa serait utilisé comme il l'avait voulu. Une fois les banquiers repartis, visiblement impressionnés par notre présentation, elle se tourna vers moi. « Pourquoi » demanda-t-elle simplement. «
Pourquoi m'aider après tout? Je pensais à la lettre de papa, à sa croyance en la capacité de chacun à évoluer. Parce que garder la rancœur ne rendrait pas hommage à sa mémoire, répondis-je enfin. Et parce qu'il avait raison, nous sommes plus semblables qu'on ne le pense. Nous l'avons tous les deux aimé, chacun à notre manière. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Michel nous aida à mettre en place l'infrastructure informatique de la fondation tandis que Sarah assemblait une équipe de chercheurs. Étonnamment, Victoria se révéla être une administratrice compétente, usant de ses relations mondaines et de son sens des affaires pour asseoir la légitimité de la fondation tant dans les cercles scientifiques que philanthropiques. Nous la baptisâmes « Fondation Jacques Harrison pour l'innovation et l'éthique en sciences ». Le manifeste, rédigé conjointement par Victoria et moi, soulignait à la fois l'excellence scientifique et la responsabilité sociale, un pont entre les valeurs que nous avions chacune apportées à la vie de papa. Le laboratoire, jadis source de conflits, devint le symbole d'une réconciliation. Victoria supervisa sa rénovation, veillant à ce que chaque pièce de l'équipement original de papa soit préservée tout en intégrant des technologies modernes. Les projets de cave à vin furent oubliés, remplacés par un centre de recherche ultramoderne qui porterait son œuvre vers l'avenir. Un soir, environ 3 mois après cet appel désespéré, je trouvai Victoria dans l'ancien bureau de papa, examinant de vieilles photographies. « J'avais tellement tort à son sujet », dit-elle sans se retourner. Surtout. Nous l'étions tous, à notre manière, répliquai-je en pensant à mes propres angles morts, aux fois où je n'avais pas su voir l'essentiel. Mais il nous a offert une chance de réparer les choses. La cérémonie d'inauguration officielle de la fondation eut lieu le jour anniversaire de papa. La communauté scientifique parisienne se mobilisa, accompagnée de nombreuses relations mondaines de Victoria qui, désormais, évoquait la « recherche visionnaire » de Jacques Harrison plutôt que sa « quête vaine ». Debout côte à côte au podium, Victoria et moi racontâmes l'histoire du travail de papa, non seulement ses percées scientifiques, mais aussi l'histoire humaine de foi, de doute, de rédemption et de l'importance de regarder au-delà des apparences. Les applaudissements furent chaleureux, mais la véritable victoire se manifesta dans ce moment intime qui suivit, lorsque nous savions tous les deux que nous avions honoré sa mémoire. Plus tard dans la nuit, alors que les invités étaient partis, je me tenais dans le laboratoire désormais lumineux, moderne et vibrant de potentialité. Sur un mur trônait une citation encadrée tirée de la dernière lettre de papa, « La vraie valeur ne se mesure pas en dollars. Elle se mesure en vies améliorées, en problèmes résolus, en obstacles franchis. » Michel me rejoignit, un large sourire aux lèvres. « Tu sais ce que ton père dirait de tout ça ?» Je souris en retour, car je le savais. Il dirait que parfois, les plus grandes découvertes ne naissent pas de nos succès, mais de notre capacité à apprendre de nos échecs. Que le véritable héritage ne réside pas seulement dans ce que nous laissons derrière nous, mais dans la manière dont cela rassemble les gens. Victoria apparut dans l'encadrement de la porte, portant du café pour nous tous. Elle avait changé, ou peut-être étions-nous tous deux transformés. Le passé ne pouvait être effacé, mais il pouvait être compris, accepté et servir de fondation pour un avenir meilleur. Debout dans le laboratoire, jadis source de tant de conflits et désormais lieu d'espoir et de possibilités, je compris que papa nous avait offert un ultime cadeau précieux, la chance de dépasser nos différences et de trouver un terrain d'entente sur ce qui comptait vraiment. L'avenir s'étendait devant nous, parsemé de défis et d'opportunités. Mais désormais, nous les affronterions ensemble, portant non seulement l'héritage scientifique de papa, mais aussi sa foi dans le pouvoir de la compréhension, du pardon et de l'infinie possibilité d'un changement positif.